Lorsque Marguerite Beaumont entendit pour la première fois la phrase « Fermez les yeux et ne criez pas », elle ne savait pas encore que ces mots seraient répétés des centaines de fois dans les semaines suivantes, toujours sur le même ton bas et clinique, toujours avant que la douleur ne commence. C'était le 12 mars 1943, et elle se tenait debout dans une salle froide aux murs blancs, à l'intérieur du bloc 10 de Ravensbrück, le plus grand camp de concentration féminin de l'Allemagne nazie. Autour d'elle, 17 autres femmes tremblaient en silence, pieds nus sur le sol de ciment glacé. Toutes portaient le même uniforme rayé déchiré. Toutes avaient des numéros tatoués sur le bras gauche. Et toutes avaient été choisies ce matin-là, lors de la sélection qui avait eu lieu dans la cour principale du camp, quand une gardienne SS avait marché entre les rangées de prisonnières épuisées, observant les mains, les dents, la courbure des dos, notant des numéros sur une planchette métallique comme on choisit du bétail pour l'abattage. Marguerite avait 23 ans et venait de Lyon, où elle avait étudié la médecine à l'université avant que l'occupation allemande ne transforme la France en territoire de peur et de délation. Fille d'un chirurgien respecté et d'une professeure de littérature, elle avait grandi parmi les livres d'anatomie et la poésie symboliste, dans une maison où la raison et la beauté coexistaient en équilibre délicat. Quand la guerre éclata et que les Allemands défilèrent dans les rues de sa ville en juin 1940, Marguerite sentit quelque chose se briser en elle, non pas de désespoir, mais d'indignation silencieuse qui se transformerait bientôt en action. En 1941, elle rejoignit la résistance française, non pas comme combattante armée, mais comme quelque chose d'également dangereux. Auxiliaire médicale clandestine. Elle cachait des soldats blessés dans des caves humides, traitait des blessures par balles avec des instruments improvisés, enseignait à de jeunes infirmières à opérer sans anesthésie en n'utilisant que de la morphine volée dans des pharmacies abandonnées. Pendant 18 mois, elle vécut dans la clandestinité, changeant d'adresse chaque semaine, dormant chez des inconnus qui risquaient leur propre vie pour protéger ceux qui luttaient contre le Reich. Mais en janvier 1943, par une nuit de neige épaisse et de vent coupant, la Gestapo envahit la ferme près de Chambéry, où Marguerite soignait 3 parachutistes français blessés lors d'une opération de sabotage. Quelqu'un avait dénoncé. Les portes furent enfoncées à 4 heures du matin. Des cris en allemand résonnèrent dans les couloirs. Marguerite tenta de cacher les documents médicaux, mais il était déjà trop tard. Elle fut traînée hors de la maison, jetée dans un camion militaire avec les soldats blessés et le propriétaire de la ferme, un homme de 60 ans qui serait fusillé 3 jours plus tard. Elle fut emmenée au siège de la Gestapo à Lyon, où elle passa 72 heures à être interrogée dans des salles sans fenêtres, où la lumière électrique ne s'éteignait jamais et où les questions ne cessaient jamais. Il voulait des noms, des adresses, des routes d'évasion, des contacts de la résistance. Marguerite ne dit rien. Elle répétait seulement son nom, sa profession, sa ville natale. Le 3e jour, les interrogateurs abandonnèrent. Elle fut classée comme ennemie politique de haute dangerosité et embarquée dans un train de marchandises en direction du nord, vers l'Allemagne, vers Ravensbrück. Le camp se trouvait à 90 km au nord de Berlin, dans une région de forêts sombres et de lacs gelés où l'hiver semblait ne jamais finir. Quand Marguerite arriva, en février 1943, Ravensbrück abritait déjà plus de 10 000 femmes de toute l'Europe occupée. Polonaises, russes, françaises, tchèques, allemandes considérées comme traîtresses au Reich, témoins de Jéhovah, tziganes, lesbiennes, communistes, aristocrates, paysannes, professeurs, mères de famille. Toutes partageaient la même faim, le même froid, la même terreur silencieuse qui planait sur les baraques en bois où elles dormaient entassées comme des animaux. Marguerite fut assignée au travail dans les usines de munitions où elle passait 12 heures par jour à assembler des composants de grenades avec des mains blessées et sanglantes. La nourriture était une soupe claire de choux pourris servie 1 fois par jour. Le froid était si intense que certaines femmes mouraient pendant la nuit, cessaient simplement de respirer dans leur sommeil et leur corps était retiré le lendemain matin comme si elles n'avaient jamais existé. Mais début mars, quelque chose changea. Lors de l'appel matinal, quand toutes les prisonnières s'alignaient dans la cour pour le comptage quotidien, une équipe de médecins SS arriva au camp accompagnée d'officiers de haut rang. Ils ne portaient pas les uniformes sales des gardiennes ordinaires, mais des blouses blanches impeccables sous des manteaux de laine épaisse. Ils transportaient des mallettes en cuir et des planchettes,
Ils conversaient entre eux en allemand technique, utilisant des termes médicaux que Marguerite reconnaissait de ses années d'études. Ils marchèrent lentement entre les rangées de femmes, observant, notant, sélectionnant. Quand l'un d'eux s'arrêta devant Marguerite, elle sentit le poids du regard clinique parcourir son corps, comme si elle n'était qu'un ensemble d'organes et de systèmes à cataloguer. Le médecin avait des cheveux grisonnants, des lunettes à monture dorée et un visage inexpressif qui aurait pu appartenir à n'importe quel professeur universitaire respectable. Il observa ses mains, retourna ses paumes vers le haut, examina la peau sous la saleté et les blessures. Puis il nota quelque chose sur sa planchette et continua sans dire un mot. Cet après-midi-là, 18 numéros furent appelés par le haut-parleur du camp. Le numéro 24, 867 en faisait partie. Marguerite fut conduite, avec les autres sélectionnés, jusqu'à un bloc isolé à l'extrémité nord du camp, séparé des baraques principales par une double clôture de barbelés. Le bâtiment était différent des autres. Il était en briques rouges au lieu de bois, avec des fenêtres couvertes de planches épaisses et une entrée unique gardée par 2 gardes armés. Quand la porte métallique s'ouvrit, Marguerite sentit l'odeur. Ce n'était pas l'odeur familière de corps sales et d'excréments qui imprégnait tout le camp. C'était quelque chose de différent, quelque chose qu'elle reconnaissait de ses cours d'anatomie à l'université, du formaldéhyde, de l'éther, du désinfectant hospitalier mélangé à quelque chose de plus profond et plus troublant, une odeur métallique et organique qui ne pouvait venir que de chair ouverte et de sang exposé. Les 18 femmes furent emmenées dans une salle longue, aux murs blancs et au sol de ciment. Au centre se trouvaient des tables métalliques, des instruments chirurgicaux disposés sur des plateaux stérilisés, des lampes chirurgicales suspendues au plafond. Tout était propre, organisé, efficace. Cela ressemblait à un hôpital moderne, pas à un camp de concentration. Et c'est précisément cela qui rendit tout encore plus terrible. Parce qu'à ce moment-là, Marguerite comprit que ce qui était sur le point de se passer ne serait pas du chaos ou de la brutalité aléatoire, mais quelque chose de méticuleusement planifié, scientifiquement exécuté, bureaucratiquement approuvé. Une infirmière allemande entra dans la salle. Elle était jeune, peut-être 30 ans, et portait un uniforme blanc impeccable avec une broche de la Croix-Rouge sur la poche, une ironie cruelle qui n'échappa pas à Marguerite. L'infirmière parlait français, avec un fort accent allemand, mais ses mots étaient parfaitement clairs quand elle s'adressa au groupe de femmes terrifiées et dit, d'un ton qui n'admettait aucune question, « Fermez les yeux et ne criez pas ». Ce fut à cet instant que Marguerite Beaumont comprit qu'elle et ses femmes n'avaient pas été amenées à Ravensbrück pour mourir de faim ou d'épuisement. Elles avaient été sélectionnées pour quelque chose de bien pire, quelque chose que l'histoire tenterait d'enterrer pendant des décennies, mais que la vérité finirait par ramener à la lumière à travers les mots que Marguerite commencerait à écrire en secret, utilisant des morceaux de papier volés et de l'encre improvisée, faite de cendres et de sang, cachant chaque page dans les coutures de son uniforme, préservant un témoignage que le monde ne pourrait plus ignorer. Ceci est l'histoire de ce qui s'est passé quand la médecine s'est transformée en torture, quand des scientifiques sont devenus des bourreaux, et quand des femmes ordinaires ont trouvé en elles un courage qu'aucune expérience ne pourrait jamais mesurer ou détruire. Et avant de continuer cette histoire qui doit être racontée, qui doit être rappelée, ce récit est partagé pour que les voix de ces femmes résonnent à travers le temps et vous atteignent aujourd'hui. Si cette histoire touche quelque chose en vous, si vous sentez que ces mots doivent être entendus par d'autres personnes, laissez votre marque en ce moment. Un like pour que cette histoire atteigne d'autres cœurs, un commentaire disant « d'où vous regardez », pour que nous sachions que la mémoire de ces femmes est vivante dans chaque coin du monde. Et si vous croyez que les histoires réelles et profondes méritent d'être préservées et partagées, abonnez-vous à cette chaîne, car il y a tant d'autres voix qui attendent d'être entendues, tant d'autres vérités qui ne peuvent être oubliées. Le bloc 10 de Ravensbrück n'était pas officiellement reconnu dans les registres administratifs du camp. Dans les documents bureaucratiques archivés à Berlin, il n'apparaissait que comme secteur médical spécial, une désignation vague qui cachait délibérément sa véritable fonction. Mais toutes les prisonnières du camp savaient ce que ce bâtiment représentait. Elles l'appelaient le bloc de la mort lente, parce que les femmes qui y entraient en ressortaient rarement de la même manière, et beaucoup n'en ressortaient pas vivantes. Le bloc avait été établi en 1942
sous la supervision directe de Heinrich Himmler, commandant suprême des SS, et du docteur Karl Gebhardt, médecin-chef des SS et chirurgien personnel de Himmler. Officiellement, son but était de mener des recherches médicales avancées pour le bénéfice des forces armées allemandes. En réalité, c'était un laboratoire d'expérimentation humaine où des médecins allemands réalisaient des procédures qui violaient tous les principes fondamentaux de la médecine, de l'éthique et de l'humanité. Marguerite fut soumise à sa première procédure le 18 mars 1943, 6 jours après sa sélection. Elle fut emmenée seule dans une salle plus petite à l'intérieur du bloc, une salle qui ressemblait à une combinaison troublante entre cabinet médical et salle d'opération. Les murs étaient carrelés, blancs, impeccablement propres. Au centre se trouvait une table métallique avec des sangles en cuir pour les poignets et les chevilles. Un plateau d'instruments chirurgicaux était disposé à côté. Bistouris, pinces, seringues en verre, tubes à essai, bouteilles contenant des liquides de couleurs variées. 2 médecins entrèrent, tous deux portant des blouses blanches par-dessus des uniformes SS. Le plus âgé avait environ 50 ans, des cheveux grisonnants peignés en arrière, des lunettes à monture dorée et une expression de concentration professionnelle qui aurait pu appartenir à n'importe quel chirurgien respectable dans n'importe quel hôpital d'Europe. Le plus jeune était blond, peut-être 35 ans, et portait une planchette où il notait des observations avec une écriture méticuleuse. Aucun d'eux ne parla à Marguerite. Aucun d'eux ne demanda son nom ni n'expliqua ce qui allait se passer. Ils indiquèrent simplement d'un geste qu'elle devait s'allonger sur la table. Quand elle hésita, une gardienne SS qui se tenait à la porte fit un pas en avant, et Marguerite comprit que la résistance était inutile. Elle s'allongea. Les sangles en cuir furent serrées sur ses poignets et ses chevilles. Le médecin plus âgé déchira la manche de son uniforme, exposant son bras gauche. Il examina la peau pendant un moment, palpant le muscle, comme s'il évaluait la qualité d'un matériau. Puis il prit une grande seringue, la remplit d'un liquide transparent provenant d'une bouteille sans étiquette, et l'injecta lentement dans le muscle de l'avant-bras de Marguerite. La douleur fut instantanée et intense, non seulement la piqûre de l'aiguille, mais une brûlure profonde qui se répandit dans le bras comme du feu liquide. Marguerite serra les dents, se souvenant de l'ordre. « Ne criez pas ». Le médecin plus jeune nota quelque chose sur sa planchette. Le plus âgé observa le bras de Marguerite pendant quelques secondes, puis injecta plus de liquide à un autre endroit du même bras. Ils attendirent, chronométrèrent, notèrent. Après 10 minutes, ils détachèrent les sangles et indiquèrent qu'elles pouvaient sortir. Aucune explication. Aucun mot. Marguerite fut ramenée dans une petite cellule du bloc 10 même, où elle resterait isolée des autres prisonnières du camp. Là, elle commença à ressentir les effets complets de ce qui avait été injecté dans son bras. La douleur augmenta progressivement au cours des heures suivantes. Le bras enfla, la peau devint rouge et chaude au toucher. Le lendemain matin, il y avait une infection visible, et la chair autour des points d'injection commença à nécroser, devenant sombre et exhalant une odeur putride. Ce fut alors que Marguerite comprit ce qui se passait. En tant qu'étudiante en médecine, elle reconnut immédiatement les symptômes, gangrène gazeuse. Les médecins allemands avaient injecté des bactéries du genre Clostridium directement dans son tissu musculaire pour étudier la progression de l'infection. C'était une maladie courante parmi les soldats blessés au combat, surtout ceux dont les blessures étaient contaminées par de la terre et des fragments métalliques. Et les médecins allemands voulaient mieux comprendre comment la maladie se développait, combien de temps il fallait pour tuer, quel traitement pouvait être efficace. Mais au lieu d'étudier des cadavres ou d'utiliser des modèles animaux, ils infectaient simplement des femmes en bonne santé et les observaient tomber malades. Durant les jours suivants, pendant que l'infection consumait son bras, Marguerite fut examinée quotidiennement par les mêmes médecins. Ils mesuraient la température de la peau infectée, photographiaient la progression de la nécrose, prélevaient des échantillons de puces pour analyse microscopique. Tout était enregistré méticuleusement sur des formulaires standardisés avec des tampons officiels des SS. À aucun moment, ils n'offrirent de traitement. Ils observaient seulement, notaient, attendaient. Quand l'infection atteignit un stade critique et que Marguerite commença à développer une forte fièvre et du délire, ils intervinrent finalement, non par compassion, mais parce qu'ils avaient besoin de plus de données. Ils appliquèrent un médicament expérimental,
un composé sulfa qui était testé pour usage militaire. Il voulait voir s'il fonctionnait contre la gangrène avancée. Il fonctionna partiellement. La fièvre diminua. L'infection se stabilisa. Mais le tissu nécrosé demeura, une cicatrice sombre et défigurée que Marguerite porterait pour le reste de sa vie, une marque physique de ce qu'elle avait survécu. Et ce fut durant ces jours de fièvre et de douleur, allongée seule dans une cellule du bloc 10, que Marguerite Beaumont prit une décision qui changerait tout. Elle décida que si elle survivait, elle devrait laisser un témoignage de ce qui se passait là, parce qu'elle percevait que tout cela était soigneusement dissimulé, qu'il n'y avait pas de témoins extérieurs, que les médecins travaillaient avec la certitude que leur crime ne serait jamais découvert. Mais Marguerite avait été éduquée pour croire au pouvoir des mots, à la valeur de la vérité documentée, et elle savait que, si elle parvenait à écrire, si elle parvenait à préserver un témoignage, peut-être qu'un jour, le monde saurait ce qui s'était réellement passé à l'intérieur de ces murs blancs. Le problème était que les prisonnières du bloc 10 n'avaient accès ni à du papier, ni à un stylo, ni à aucun matériel d'écriture. Tout était interdit, mais Marguerite commença à observer, à prêter attention aux petites négligences, aux opportunités minimes. Elle remarqua que les médecins laissaient parfois des formulaires usagés sur les tables après les examens. Elle remarqua qu'il y avait des crayons dans les poches des blouses suspendues. Elle remarqua que, si elle était prudente et patiente, elle pourrait voler de petits morceaux de papier et des fragments de crayons cassés, cacher le tout dans les coutures de son uniforme. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Pendant des semaines, avec des mains tremblantes et sous le risque constant d'être découverte et exécutée, Marguerite commença à écrire. Elle écrivait la nuit, dans l'obscurité presque complète de sa cellule, utilisant la lumière minimale qui entrait par une fente dans la porte. Elle écrivait en lettres minuscules pour économiser l'espace, utilisant des abréviations que seule elle comprenait, documentant chaque procédure, chaque injection, chaque femme qu'elle voyait être emmenée vers les salles d'expérimentation. Elle enregistrait les dates, les descriptions physiques des médecins, les types de substances injectées, les symptômes qu'elle observait en elle-même et chez les autres prisonnières. Elle décrivait les chirurgies expérimentales réalisées sur des femmes polonaises à qui on retirait des morceaux d'os des jambes pour simuler des blessures de guerre. Elle documentait les infections délibérées, les transplantations de tissus entre prisonnières incompatibles, les tests de résistance à la douleur. Et elle commençait toujours chaque entrée par la même phrase qui marquait le début de chaque session d'expérimentation. « Fermez les yeux et ne criez pas ». Marguerite n'était pas la seule Française au bloc 10. Il y avait aussi Marie-Claude Vaillant-Couturier, une journaliste de Paris qui avait été capturée en distribuant des tracts de la Résistance. Il y avait Geneviève de Gaulle, nièce du général Charles de Gaulle, qui survivrait aux expériences et témoignerait plus tard au procès de Nuremberg. Il y avait Germaine Tillion, une ethnologue qui conservait des enregistrements mentaux de tout ce qu'elle témoignait, mémorisant des noms, des dates, des procédures, et qui après la guerre publierait l'un des récits les plus détaillés sur Ravensbrück. Ces femmes formèrent un réseau silencieux de résistance à l'intérieur même du bloc d'expérimentation. Elles partageaient des informations, se soutenaient mutuellement dans les moments de plus grand désespoir. Et toutes, chacune à sa manière, préservaient la mémoire de ce qui se passait. Mais les expériences continuaient. En avril 1943, un nouveau groupe de médecins arriva à Ravensbrück, cette fois des spécialistes en chirurgie orthopédique venus de l'université de Berlin. Ils s'intéressaient à la régénération osseuse et aux transplantations de nerfs. Ils sélectionnèrent 74 femmes polonaises, la plupart jeunes, en bonne santé, prisonnières politiques capturées pour avoir appartenu à la résistance polonaise. Ces femmes devinrent connues sous le nom de lapins de Ravensbrück, parce qu'elles étaient traitées littéralement comme des lapins de laboratoire. Les médecins réalisaient des chirurgies complexes sans anesthésie adéquate, retirant des morceaux d'os des jambes, coupant des nerfs, transplantant des tissus d'une femme à l'autre. L'objectif déclaré était de développer des techniques chirurgicales pour traiter les soldats allemands blessés sur le front oriental. Mais la méthode était de la torture pure, scientifiquement documentée. Marguerite fut témoin de la souffrance des lapins. Elle les voyait être transportés de retour vers les cellules après les chirurgies, inconscientes ou gémissant de douleur, avec les jambes bandées et saignantes. Certaines développaient des infections si graves
qu'elle devait se faire amputer les jambes. D'autres mouraient simplement de choc ou de septicémie. Et même celles qui survivaient restaient définitivement mutilées, incapables de marcher, dépendant de béquilles improvisées faites de morceaux de bois. Marguerite écrivit sur chacune d'elles. Elle documenta leurs noms, leurs histoires, ce qu'elles avaient subi. Elle savait que beaucoup ne survivraient pas et voulait garantir qu'au moins leur mémoire soit préservée, que quelqu'un dans le futur sache qu'elles avaient existé, qu'elles avaient souffert, qu'elles avaient résisté jusqu'à la fin. Et puis, en juillet 1943, quelque chose se produisit qui changerait le destin de Marguerite et de son journal secret. L'une des gardiennes SS du bloc 10, une jeune Allemande nommée Irma Grese, connue pour sa cruauté exceptionnelle même parmi les SS, commença à soupçonner que certaines prisonnières cachaient quelque chose. Elle ordonna une inspection complète de toutes les cellules. Elle retourna les matelas, déchira les uniformes, chercha dans chaque fissure et chaque trou. Marguerite savait que si le journal était découvert, elle serait exécutée immédiatement. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle avala les dernières pages qu'elle avait écrites, détruisant des semaines de travail, mais préservant le reste caché dans une couture double de la ceinture de son uniforme, un endroit que la fouille précipitée d'Irma Grese n'atteignit pas. Cette nuit-là, Marguerite vomit du sang et de l'encre, mais le secret demeura en sécurité. À l'automne 1943, la guerre commençait à tourner contre l'Allemagne nazie. Les défaites à Stalingrad et en Afrique du Nord signalaient que le Reich n'était pas invincible. Mais à l'intérieur de Ravensbrück, les expériences médicales non seulement continuaient, mais s'intensifiaient. C'était comme si les médecins allemands couraient contre le temps, tentant de compléter leurs recherches avant que le régime ne s'effondre. De nouveaux protocoles furent mis en œuvre, de nouvelles procédures furent testées, et le nombre de femmes sélectionnées pour le bloc 10 augmenta dramatiquement. Marguerite Beaumont, maintenant avec le bras gauche définitivement défiguré par la gangrène expérimentale, fut soumise à une deuxième série de tests. Cette fois, les médecins s'intéressaient à étudier la résistance humaine aux températures extrêmes. Elle fut placée dans une baignoire d'eau glacée, avec des blocs de glace flottant autour de son corps, tandis que des thermomètres mesuraient la chute de sa température corporelle. Les médecins chronométraient combien de temps il lui fallait pour entrer en hypothermie, notaient quand elle commençait à trembler incontrôlablement, quand elle perdait conscience. Puis ils la retirèrent de l'eau et testaient différentes méthodes de réchauffement. Couverture, lampe chauffante, immersion dans l'eau chaude. Tout était mesuré, tout était enregistré, tout était fait avec la précision froide d'une étude scientifique légitime. Sauf que le sujet de la recherche n'était pas une volontaire informée, mais une prisonnière qui n'avait pas le choix, dont la vie n'avait de valeur pour ces hommes que par son utilité comme source de données. Les sessions d'hypothermie duraient des heures. Marguerite se souvenait de la sensation du froid pénétrant ses os, de la manière dont son corps cessait de répondre à ses commandes, comment sa vision se troublait et son esprit dérivait vers des endroits étranges, entre la conscience et l'inconscience. Elle se souvenait des voix des médecins discutant calmement au-dessus d'elle, parlant de sujets et de spécimens, comme si elle n'était pas une personne mais un objet d'étude. Et elle se souvenait de la douleur atroce du réchauffement, quand le sang recommençait à circuler dans ses membres engourdis, une douleur si intense qu'elle dépassait presque celle du froid lui-même. Chaque session laissait son corps plus affaibli, ses extrémités marquées de gelures qui ne guérissaient jamais complètement. Sa résistance physique diminuant progressivement jusqu'à ce qu'elle craigne de ne plus pouvoir survivre à la prochaine expérience. Durant ces mois terribles, Marguerite continua à écrire dans son journal clandestin chaque fois que possible. Elle avait développé un code personnel pour économiser l'espace et rendre la compréhension difficile en cas de découverte. Elle utilisait des initiales au lieu de noms complets, abrégeait les procédures médicales, dessinait de petits symboles pour représenter différents types d'expériences. Mais le contenu était suffisamment clair pour que toute personne ayant des connaissances médicales comprenne ce qui était décrit. Et ce que Marguerite documentait était une vérité horrible. L'expérimentation humaine à Ravensbrück n'était pas l'œuvre de quelques médecins incontrôlés, mais un programme systématique, bureaucratiquement organisé, officiellement approuvé par les plus hauts échelons du régime nazi. Les expériences étaient catégorisées par domaine de recherche. Il y avait les études sur les infections bactériennes,
conduite par le docteur Karl Gebhardt et son équipe, concentrée sur la gangrène, le tétanos et autres maladies communes dans les blessures de guerre. Il y avait les études orthopédiques, dirigées par le docteur Fritz Fischer, qui impliquaient des chirurgies expérimentales sur les os et les nerfs. Il y avait les études sur la stérilisation forcée, conduites par le docteur Karl Klauberg, qui testait des méthodes de stérilisation de masse destinées à être utilisées sur les populations considérées comme indésirables par le régime. Et il y avait encore des expériences avec des drogues expérimentales, des poisons et des substances chimiques dont les médecins voulaient de mieux comprendre les effets avant de les utiliser à grande échelle. Chaque catégorie avait ses protocoles, ses formulaires standardisés, ses méthodes de documentation. Chaque expérience générait des rapports qui étaient envoyés à Berlin, où ils étaient examinés par des comités médicaux et éventuellement publiés dans des revues scientifiques allemandes, sans mentionner évidemment que les sujets étaient des prisonnières de camps de concentration. La communauté médicale allemande était, dans sa majorité, consciente de ce qui se passait. Certains médecins s'opposaient éthiquement, mais peu eurent le courage de parler publiquement. La plupart détournaient simplement le regard, ou rationalisaient en disant que c'était nécessaire pour l'effort de guerre, ou se convainquaient que les prisonnières étaient des ennemis du Reich et ne méritèrent donc pas les mêmes protections éthiques que recevraient les citoyens allemands. Marguerite observa comment ce système fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Chaque matin, les médecins arrivaient au bloc 10 avec leurs mallettes en cuir, leurs blouses immaculées, leurs expressions professionnelles. Ils consultaient leurs listes, sélectionnaient les prisonnières pour les procédures du jour, travaillaient méthodiquement de salle en salle, comme s'ils faisaient leur ronde dans un hôpital ordinaire. Il y avait des horaires fixes, des pauses pour le déjeuner, des discussions académiques sur les résultats obtenus. Tout était organisé, structuré, normalisé, et c'était précisément cette normalité, cette transformation de l'horreur en routine bureaucratique qui rendait tout encore plus monstrueux. Mais tous les Allemands à Ravensbrück n'étaient pas des monstres. Il y avait des exceptions, de petites lueurs d'humanité au milieu de l'obscurité institutionnelle. Une infirmière allemande, nommée Gerda, qui travaillait au bloc 10, laissait parfois de petits morceaux de pain cachés dans les cellules des prisonnières. Elle ne parlait jamais directement avec elles, ne risquait jamais d'être vue manifestant de la compassion, mais ces gestes minimes signifiaient la différence entre mourir de faim ou avoir l'énergie pour survivre un jour de plus. Marguerite n'oublierait jamais le visage de cette femme, la manière dont ses yeux trahissaient parfois une tristesse profonde quand elle devait assister aux procédures sans pouvoir intervenir. Des années plus tard, lors des procès de l'après-guerre, Marguerite témoignerait en faveur de Gerda, expliquant que tous ceux qui portaient l'uniforme allemand n'étaient pas des complices volontaires de la barbarie. Il y avait aussi un jeune garde SS, qu'on appelait simplement Hans, qui parfois détournait le regard quand les prisonnières commettaient de petites infractions. Il ne souriait jamais, ne parlait presque jamais, mais Marguerite avait remarqué qu'il semblait mal à l'aise avec ce qui se passait au bloc 10. Un jour, alors qu'elle était escortée d'une salle à une autre, elle trébucha et tomba, trop faible pour se relever immédiatement. Hans attendit quelques secondes de plus que nécessaire avant de crier un ordre, lui donnant le temps de se remettre debout par elle-même, lui évitant d'être frappée par les autres gardes pour lenteur. C'était un geste minuscule, presque insignifiant dans l'océan de cruauté qui les entourait. Mais pour Marguerite, ce moment représentait quelque chose d'important, la preuve que même dans les systèmes les plus déshumanisants, il restait des individus capables de préserver un fragment de leur humanité. En décembre 1943, Marguerite fut témoin de quelque chose qui la marquerait profondément. L'une des lapins polonaises, une jeune fille de 19 ans nommée Wanda Połtawska, fut sélectionnée pour une chirurgie particulièrement brutale. Les médecins avaient l'intention de retirer une grande partie de l'os de sa jambe pour étudier la régénération osseuse. Mais Wanda refusa. Elle refusa simplement de marcher jusqu'à la salle d'opération. Les gardiennes tentèrent de la traîner de force, mais elle résista, s'accrochant au barreau, criant qu'elle préférait être exécutée immédiatement plutôt que d'être mutilée de cette façon. D'autres prisonnières commencèrent à crier en solidarité. Pendant quelques minutes, il y eut du chaos dans le bloc 10, des voix de femmes s'élevant en protestation contre ce qu'elles ne pouvaient plus supporter en silence. La réponse fut immédiate et violente. Irma Gress entra avec plusieurs gardiennes armées.
Wanda fut battue jusqu'à perdre conscience, puis traînée dans la salle d'opération et opérée malgré tout. Mais ce qui se passa ce jour-là fut significatif d'une manière que personne n'attendait. Certaines des autres lapins commencèrent à s'organiser, à faire des pactes entre elles selon lesquels elles résisteraient, qu'elles refuseraient de marcher volontairement vers les salles d'expérimentation, qu'elles forceraient les médecins à les traîner, à rendre clair pour tout témoin futur que cela n'était pas consenti, n'était pas volontaire, était de la violence pure. Marguerite écrivit sur cette journée dans son journal, décrivant non seulement l'horreur de ce qui était arrivé à Wanda, mais aussi le courage extraordinaire que ces femmes démontrèrent en choisissant de résister même quand résister signifiait plus de souffrance. Dans les semaines qui suivirent, la résistance silencieuse des lapins prit différentes formes. Certaines cachèrent leurs symptômes post-opératoires pour retarder les examens de suivi. D'autres mémorisaient les noms des médecins, leurs descriptions physiques, les détails de chaque procédure, créant des archives mentales qu'elles espéraient pouvoir partager un jour si elles survivaient. Quelques-unes trouvèrent des moyens de communiquer entre elles malgré l'isolement, développant un système de coups sur les murs. Un code simple mais efficace qui leur permettait de savoir qui était encore vivante, qui avait été emmenée pour une nouvelle expérience, qui avait disparu pendant la nuit. Cette solidarité était leur seule arme contre la déshumanisation systématique qu'elles subissaient. Elle leur permettait de se rappeler qu'elles étaient encore des personnes, encore capables de choix, encore dignes de respect et de compassion. Marguerite devint une sorte de lien entre différents groupes de prisonnières au bloc 10. Parce qu'elle parlait plusieurs langues et avait des connaissances médicales, elle pouvait souvent comprendre ce que les médecins discutaient, anticiper quelles procédures seraient réalisées, avertir discrètement les autres femmes quand c'était possible. Elle partagea également ses connaissances sur la manière de traiter les infections avec les moyens limités dont elle disposait, enseignant aux autres comment nettoyer les plaies avec de l'eau bouillie volée, comment reconnaître les signes de septicémie avant qu'il ne soit trop tard, comment improviser des bandages à partir de morceaux de tissu déchirés. Ces petits actes de soins mutuels, ces moments de tendresse humaine au milieu de l'horreur, devinrent une forme de résistance aussi importante que tout sabotage physique aurait pu l'être. Et puis, en janvier 1944, arrivèrent des nouvelles du front oriental qui changeraient la dynamique du camp. L'armée rouge avançait rapidement à travers la Pologne. Berlin commençait à planifier des évacuations de camps de concentration. Des documents commencèrent à être brûlés. Des preuves commencèrent à être détruites. Les officiers SS à Ravensbrück reçurent des ordres pour éliminer les registres compromettants et, si nécessaire, éliminer les témoins. Le bloc 10 devint un endroit encore plus dangereux, parce que toutes celles qui s'y trouvaient en savaient trop, avaient vu trop, et représentaient un risque pour les médecins et officiers qui craignaient d'être éventuellement jugés pour crimes de guerre. L'atmosphère changea de manière palpable. Les médecins devinrent plus nerveux, plus pressés. Certaines expériences furent accélérées, d'autres abandonnées à mi-chemin. Des documents commencèrent à disparaître des bureaux. Marguerite vit des cartons remplis de dossiers être transportés vers les fours du camp où ils seraient réduits en cendres. Elle comprit que les bourreaux tentaient d'effacer toute trace de leurs crimes, de réécrire l'histoire avant même qu'elle ne soit pleinement écrite. Cette prise de conscience renforça sa détermination à préserver son journal, à garder vivant le témoignage que tant de personnes tentaient de détruire. Marguerite réalisa que le temps s'épuisait. Si elle voulait préserver son journal, elle devrait trouver un moyen de le cacher quelque part où il pourrait être récupéré plus tard, même si elle ne survivait pas. Elle passa des semaines à observer le camp, cherchant une cachette sûre. Elle étudia les routines des gardiennes, les moments où la surveillance était moins stricte, les zones du camp qui étaient rarement inspectées. Elle considéra différentes options. Enterrer le journal dans le sol, le cacher dans les latrines, le glisser dans une fissure du mur extérieur. Chaque option avait ses risques. Le sol pouvait être déterré lors de travaux futurs. Les latrines étaient régulièrement nettoyées. Les murs extérieurs étaient visibles et accessibles aux gardes. Finalement, pendant un moment non surveillé, alors qu'elle était transférée d'une zone à une autre, elle parvint à cacher le journal à l'intérieur d'un mur creux, dans l'une des anciennes baraques qui était en cours de désaffectation. Elle enroula les pages fragiles dans un morceau de tissu imperméable volé à l'infirmerie, scella le tout avec de la cire de bougie fondue et poussa le paquet à l'intérieur d'un trou entre les briques,
puis couvrit le trou avec du mortier improvisé, fait de terre et de cendres. C'était un pari désespéré, mais c'était la seule chance que ces mots survivent, que la vérité ne soit pas entièrement effacée par ceux qui avaient tout intérêt à la voir disparaître. Cette nuit-là, allongée dans sa cellule, Marguerite se sentit à la fois soulagée et terrifiée. Soulagée parce que le témoignage était maintenant hors de sa possession, protégée d'une découverte qui aurait signifié sa mort immédiate. Terrifiée parce qu'elle ne savait pas si elle survivrait assez longtemps pour révéler où elle l'avait caché, si quelqu'un le trouverait un jour, si les mots qu'elle avait écrits avec tant de soin et de risque auraient finalement une importance. Mais elle se rappela pourquoi elle avait commencé à écrire en premier lieu, non pas pour elle-même, mais pour toutes ces femmes dont les voix avaient été réduites au silence, dont les souffrances risquaient d'être oubliées, dont les vies méritaient d'être rappelées et honorées. Et cette pensée lui donna la force de continuer, de survivre un jour de plus, puis un autre encore. Au printemps 1945, alors que l'armée rouge s'approchait de Ravensbrück, les SS commencèrent à évacuer le camp. Des milliers de prisonnières furent forcées de marcher vers l'ouest dans des conditions brutales, sans nourriture, sans abri, beaucoup mourant en chemin. D'autres furent simplement exécutés pour éliminer les témoins. Le bloc 10 fut vidé précipitamment. Des documents médicaux furent brûlés dans de grands feux. Des équipements furent détruits. Les médecins s'enfuirent, beaucoup réussissant à disparaître dans la confusion de l'effondrement du Reich, adoptant de nouvelles identités, se cachant dans de petites villes où personne ne poserait de questions. Marguerite Beaumont était parmi les prisonnières évacuées. Pesant moins de 40 kilos, malade, avec le bras gauche définitivement défiguré et des cicatrices sur tout le corps, elle fut forcée de marcher pendant des jours à travers des routes glacées. Beaucoup de femmes autour d'elle tombaient simplement et mouraient d'épuisement. Marguerite survécut par pure force de volonté, mue par la certitude qu'elle devait vivre pour témoigner, pour raconter ce qu'elle avait vu, pour garantir que les femmes qui étaient mortes ne soient pas oubliées. Le 30 avril 1945, Ravensbrück fut libéré par l'armée rouge soviétique. Les soldats qui entrèrent dans le camp furent choqués par ce qu'ils trouvèrent. Des milliers de femmes squelettiques, des monceaux de corps non enterrés, des preuves d'atrocités partout. Et quand ils enquêtèrent sur le bloc 10, ils trouvèrent encore plus d'horreur. Des salles d'opération tachées de sang, des instruments médicaux encore disposés sur les tables, des fragments de documents qui n'avaient pas été complètement détruits. Les lapins polonaises qui survécurent montrèrent leurs jambes mutilées aux libérateurs. Des femmes françaises montrèrent leurs cicatrices, leurs brûlures, leurs difformités. Et toutes racontèrent leurs histoires, chacune confirmant ce que les autres disaient, construisant un témoignage collectif de ce qui s'était passé. Marguerite fut libérée 3 semaines plus tard, quand la marche forcée fut interrompue par des troupes américaines près de la frontière allemande. Elle était si faible qu'elle dut être hospitalisée pendant des mois. Mais dès qu'elle récupéra une force suffisante pour écrire, elle recommença à documenter tout, cette fois sur du vrai papier, avec un vrai stylo, sans crainte d'être découverte. Elle écrivit des récits détaillés des expériences, nomma les médecins qu'elle avait reconnus, décrivit les procédures avec une précision médicale. Son témoignage fut fondamental dans les procès de Nuremberg, spécifiquement dans le procès des médecins de 1946-1947, où 23 médecins et administrateurs allemands furent jugés pour crimes contre l'humanité. Le docteur Karl Gebhardt, le médecin-chef de Ravensbrück, fut condamné à mort et exécuté en 1948. Le docteur Fritz Fischer fut également condamné à la prison à perpétuité. Mais beaucoup d'autres médecins qui participèrent aux expériences ne furent jamais traduits en justice. Certains moururent avant d'être capturés. D'autres réussirent à cacher leurs identités et reconstruisirent leur vie sous de faux noms. L'infirmière Irma Gress fut jugée et exécutée en 1945. Mais l'infirmière Gerda, qui avait montré de petits gestes de compassion, ne fut jamais accusée, en partie grâce au témoignage de Marguerite. Marguerite Beaumont ne pratiqua plus jamais la médecine. Les cicatrices physiques et psychologiques de ce qu'elle avait subi rendirent impossible pour elle de retourner à la profession qu'elle avait aimée. Au lieu de cela, elle dédia le reste de sa vie à préserver la mémoire des femmes de Ravensbrück. Elle voyagea dans des écoles, des universités, des conférences médicales, racontant son histoire,
rappelant aux gens que les horreurs qu'elle avait témoignées n'avaient pas été commises par des monstres, mais par des médecins formés, par des scientifiques éduqués, par des personnes qui avaient juré de soigner les malades et de faire le bien. Elle mettait en garde que la barbarie peut utiliser le langage de la science, que la torture peut être déguisée en recherche, qu'il est de la responsabilité de chaque génération de garantir que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Et quant au journal, il resta caché dans le mur de cette baraque, à Ravensbrück, pendant plus de 70 ans. Le camp fut partiellement préservé comme mémorial après la guerre, mais beaucoup de structures furent démolies ou se détériorèrent avec le temps. La baraque où Marguerite avait caché le journal fut oubliée, couverte par la végétation, éventuellement incorporée à un hangar de stockage construit des décennies plus tard. Ce ne fut qu'en 2016, lors d'une rénovation de ce hangar, que des ouvriers découvrirent le paquet caché entre les briques de l'ancien mur. Initialement, personne ne savait ce que c'était. Cela ressemblait juste à un vieux morceau de tissu enroulé. Mais quand ils l'ouvrirent avec précaution, ils trouvèrent des pages fragiles, jaunies par le temps, couvertes d'une écriture minuscule en français. Le paquet fut remis au mémorial de Ravensbrück, où des historiens commencèrent le travail méticuleux de déchiffrage et de préservation du document. Il fallut des mois pour identifier l'auteur. L'écriture fut comparée avec d'autres documents de l'époque. Le contenu fut croisé avec des témoignages historiques connus. Et éventuellement, l'une des phrases répétées tout au long des pages fournit l'indice final. « Fermez les yeux et ne criez pas ». C'était la même phrase que Marguerite Beaumont avait mentionnée dans ses témoignages au procès de Nuremberg. Les historiens confirmèrent que c'était le journal original qu'elle avait écrit et caché pendant les mois terribles de 1943 et 1944, le témoignage direct des expériences médicales, préservé contre toutes les probabilités. Le journal fut restauré, numérisé et publié en 2018. Sa divulgation causa une commotion internationale. Pour la première fois, le monde avait accès à un récit en temps réel, écrit dans le feu du moment, sans le filtre de la mémoire ou de la reconstruction postérieure. Les mots de Marguerite étaient bruts, directs, perturbants. Elle ne tentait pas d'embellir ou d'adoucir ce qu'elle avait subi. Elle décrivait simplement les faits avec la précision d'une observatrice formée en médecine. Et c'était précisément cette objectivité clinique qui rendait le journal encore plus dévastateur. L'une des entrées les plus impactantes du journal, datée du 15 avril 1943, décrivait une procédure réalisée sur 3 femmes polonaises. Aujourd'hui, j'ai vu 3 des jeunes filles être emmenées dans la salle à 9 heures. Médecin aux cheveux grisonnants et 2 assistants. J'ai entendu les cris pendant 2 heures. Quand elles ont ramené les jeunes filles, leurs jambes étaient bandées du genou à la cheville. L'une d'elles avait une très forte fièvre. Une autre était inconsciente. La 3e pleurait silencieusement, répétant le nom de sa mère. Aucun traitement n'a été donné, seulement observation et notes. Ils veulent voir comment les blessures évoluent sans intervention. Une autre entrée du 3 juin 1943 était encore plus spécifique. Ils ont injecté quelque chose dans mon bras droit aujourd'hui, liquide jaunâtre. Cela brûle terriblement. La peau autour du point d'injection est devenue rouge en quelques minutes. Le jeune médecin a noté la réaction. Ils ont dit qu'ils reviendraient dans 24 heures. Je ne sais pas ce qu'ils ont injecté. Je crains que ce soit du poison ou une toxine. Mon bras est maintenant gonflé et chaud. Si je meurs, que quelqu'un trouve ces mots et sache que je ne suis pas morte de maladie, mais que j'ai été tuée par des mains qui auraient dû guérir. La publication du journal raviva des débats importants sur l'éthique médicale, sur les limites de la recherche scientifique, sur comment la médecine peut être corrompue quand elle est divorcée de la compassion et de l'humanité. Des facultés de médecine autour du monde commencèrent à inclure le journal de Marguerite dans leur programme, l'utilisant comme exemple fondamental de pourquoi des codes éthiques médicaux furent établis après la Seconde Guerre mondiale. Le code de Nuremberg, établi en 1947 comme résultat direct des procès des médecins nazis, définit pour la première fois les principes éthiques essentiels pour la recherche impliquant des êtres humains. Le consentement volontaire est absolument essentiel. L'expérience doit produire des résultats bénéfiques pour la société qui ne peuvent être obtenus par d'autres moyens. Les risques ne doivent jamais excéder l'importance humanitaire du problème. Des précautions adéquates doivent être prises pour protéger les sujets.
L'expérience doit être conduite par des personnes scientifiquement qualifiées. Le sujet doit avoir la liberté de mettre fin à sa participation à tout moment. Le scientifique responsable doit être prêt à terminer l'expérience s'il y a raison de croire que le continuer peut résulter en blessure, incapacité ou mort. Chacun de ces principes fut écrit en réponse directe à ce qui s'était passé dans des endroits comme Ravensbrück. Chacun d'eux fut inspiré par les témoignages de femmes comme Marguerite Beaumont et les lapins polonaises. Et chacun d'eux représente une promesse collective que l'humanité a appris de ses erreurs les plus sombres et a consciemment choisi un chemin différent. Marguerite Beaumont vécut jusqu'à 87 ans. Elle mourut en 2007 à Lyon, la ville où elle était née entourée par sa famille. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant, mais elle avait dédié sa vie à éduquer les générations futures. Ces dernières années furent passées à travailler avec le mémorial de Ravensbrück, aidant à préserver les histoires des femmes qui n'avaient pas survécu, garantissant que leur nom ne soit pas oublié. Quand elle mourut, Marguerite laissa des instructions spécifiques sur l'endroit où elle voulait être enterrée. Dans le cimetière de Lyon, sous une pierre tombale simple qui portait seulement son nom, ses dates de naissance et de mort, et une seule phrase en français, « Elle a survécu pour témoigner ». Aujourd'hui, le journal de Marguerite Beaumont est préservé dans le musée mémorial de Ravensbrück, exposé dans une vitrine avec température et humidité contrôlée pour protéger les pages fragiles. Des milliers de visiteurs s'arrêtent devant cette vitrine chaque année, regardant cette écriture minuscule, tentant d'imaginer le courage qui fut nécessaire pour écrire ces mots en secret, sachant qu'être découverte signifierait la mort immédiate. Et sur la première page du journal, écrite avec une écriture légèrement plus ferme que le reste, il y a une dédicace que Marguerite ajouta des années plus tard, quand le document fut officiellement donné au mémorial. La dédicace dit « Pour toutes les femmes de Ravensbrück qui n'ont pas vécu pour raconter leurs histoires, ces mots sont les leurs autant que les miens, que le monde ne les oublie jamais. L'histoire de Marguerite Beaumont et du journal caché pendant 70 ans nous rappelle des vérités fondamentales sur la nature humaine. Elle nous rappelle que la barbarie peut utiliser le langage de la science et de l'ordre. Elle nous rappelle que la cruauté organisée et bureaucratiquement exécutée n'est pas moins cruelle pour être systématique. Elle nous rappelle que témoigner, documenter et préserver la vérité est un acte de résistance profond. Et elle nous rappelle, par-dessus tout, que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, il y a toujours des personnes qui choisissent de maintenir leur humanité, qui refusent d'abandonner l'espoir, qui trouvent des moyens de résister simplement en survivant et en racontant la vérité. Les mots que Marguerite écrivit en 1943, cachés dans les coutures de son uniforme, ont traversé des décennies pour nous parvenir. Ils portent le poids d'un témoignage qui ne peut être nié, d'une vérité qui ne peut être effacée, d'une mémoire qui ne doit pas être oubliée. Et tant qu'il y aura des personnes disposées à écouter, à apprendre, à se souvenir, les femmes de Ravensbrück ne mourront pas une seconde fois dans l'oubli. Elles vivront dans les mots qu'elles ont laissés, dans les histoires qu'elles ont racontées, dans l'exemple de courage qu'elles ont offert à nous tous qui sommes venus après. Ceci est l'histoire de ce qui n'aurait jamais dû arriver, et de comment la vérité, même quand elle est enterrée pendant des décennies, finit par trouver son chemin vers la lumière. Cette histoire que vous venez d'entendre n'est pas une fiction. Ce ne sont pas des mots inventés pour émouvoir ou divertir. Ce sont des témoignages réels, préservés à travers les décennies par le courage d'une femme qui refusa de laisser la vérité mourir dans l'obscurité. Marguerite Beaumont et les milliers de femmes de Ravensbrück ont subi l'impensable, non pas parce qu'elles étaient faibles, mais précisément parce qu'elles étaient fortes, parce qu'elles osèrent résister, parce qu'elles refusèrent de se soumettre. Pendant que vous écoutiez cette histoire, des millions de personnes dans le monde ne savent toujours pas ce qui s'est passé derrière ces portes blanches, dans ces salles froides où la médecine devint torture. Et c'est pourquoi votre rôle est si important maintenant. Parce que ce souvenir n'est pas suffisant. Nous devons partager. Nous devons transmettre. Nous devons faire en sorte que ces voix traversent le temps et atteignent chaque coin du monde. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous sentez que ces mots doivent être entendus par d'autres personnes, laissez votre marque maintenant. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour que l'algorithme comprenne que ces histoires méritent d'être vues, qu'elles ne doivent pas se perdre au milieu du bruit des réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne,
car il y a tant d'autres histoires qui attendent d'être racontées, tant d'autres voix qui méritent d'être entendues, tant d'autres vérités qui ne peuvent pas être enterrées. Et surtout, laissez un commentaire en disant d'où vous regardez cette vidéo en ce moment. Dites-nous votre ville, votre pays, pour que nous sachions que la mémoire de Marguerite Beaumont et des femmes de Ravensbrück est vivante partout dans le monde. Parce que chaque commentaire est une preuve que ces femmes n'ont pas souffert en vain, que leur courage continue d'inspirer, que leur témoignage continue de résonner. Écrivez aussi ce que cette histoire vous a fait ressentir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quel moment vous a touché le plus profondément? Parce que quand nous partageons nos réflexions, nous créons une communauté de mémoire, un espace où l'histoire n'est pas seulement quelque chose que nous étudions, mais quelque chose que nous vivons, quelque chose qui nous transforme. Cette chaîne existe pour préserver ces histoires, pour donner voix à ceux qui ne peuvent plus parler, pour s'assurer que les leçons du passé éclairent notre présent et notre futur. Et chaque like, chaque abonnement, chaque commentaire que vous laissez est un acte de résistance contre l'oubli, un vote pour que la vérité survive. Alors avant de partir, prenez un instant. Respirez profondément. Pensez à Marguerite Beaumont écrivant dans l'obscurité avec des mains tremblantes, risquant sa vie pour que nous, des décennies plus tard, puissions connaître la vérité. Et demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour honorer son courage? La réponse est simple. Partagez cette histoire. Commentez. Abonnez-vous. Faites en sorte que sa voix continue de résonner, parce que fermer les yeux et ne crier pas était un ordre destiné à étouffer la vérité. Mais aujourd'hui, nous ouvrons les yeux, nous crions la vérité, et nous nous assurons que le monde n'oublie jamais. Commentez maintenant d'où vous regardez. Laissez votre marque dans l'histoire. Et rappelez-vous, tant que nous nous souvenons, elles ne sont pas vraiment parties.